avec. Yes. Excusez-moi. Donc, dans l'espace de travail ou de tous les jours, hein, avec les méthodes que j'utilise. Donc, l'idée, c'est de vous parler un peu de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quelles sont les limitations actuelles et qu'est-ce qu'on essaie de faire pour travailler autour de ces méthodes et les étendre. Voilà. Donc, rapidement sur mon parcours, donc, je suis très content d'être ici parce que je viens de là. Et donc, c'est un honneur pour moi de venir parler dans cette école doctorale qui m'a masterisé. On va dire. Et puis, donc, après, j'ai fait une thèse à l'École des Ponts, au laboratoire Navier, donc avec Kerem était dans l'encadrement et puis différentes personnes. Xavier Boutillon, qui est un peu de la communauté de vibroacoustique à facture instrumentale, et puis des personnes plus composites. Voilà, en facture instrumentale, je vous en parlerai. Après, des choses plus matériaux à Austin et au LMS, donc qui est un laboratoire de l'école polytechnique. Donc, on a bossé sur l'impression 3D métallique et l'idée, c'est de regarder dans les structures qu'on peut imprimer en impression 3D quel est le rôle des différentes échelles dans le comportement de la structure. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément vibroacoustique, c'est plutôt comportement non linéaire. Et puis, des choses aussi sur le procédé qui m'intéressent un peu pour mon projet CNRS, comment on peut suivre ce qui se passe dans le procédé, parce qu'il y a encore plein de problèmes. Et notamment, là, par exemple, on imprime un tube et en fait, à cause des contraintes thermiques, le matériau refroidit et donc le tube va flamber pendant l'impression. Donc, c'est ce que vous voyez, l'espèce de vague. Donc, on fait de la corrélation d'image en direct. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut faire. Et puis après, un autre postdoc au pont où j'ai bossé plutôt sur l'impression 3D béton. Donc voilà, donc là on s'intéresse aux propriétés rhéologiques du béton avant de l'imprimer parce que c'est lui qui va nous dicter tout comment, qu'est-ce qu'on pourra imprimer, quelle forme, etc. C'est vraiment très important. Et puis d'autres choses plus structures, donc des problèmes de fissuration, des problèmes de flambement, encore une fois. Donc là, c'est le béton qui est frais, vous l'empilez, et puis à un moment, tout ça flambe sous poids propre. Et donc, il faut essayer de retrouver pourquoi ça se passe. Est-ce qu'on a des méthodes de caractérisation, donc typiquement du contrôle non destructif, des choses comme ça, qui peuvent être mises en place. Et puis, les dernières choses sur est-ce qu'on peut remonter aux propriétés du béton avec des méthodes, là par exemple, on fait juste couler le béton, ça fait des gouttes avec une forme spéciale. Et en fait, la forme de cette goutte, c'est la courbe de rhéologie de notre matériau. Donc, on peut faire de la caractérisation en ligne de ces matériaux. Voilà. Donc, l'idée un peu de mes recherches, c'est de faire maintenant au PIM des méthodes de caractérisation pour les structures un peu complexes, donc en viscoélasticité avec l'architecturation, etc. Et puis sur les procédés aussi, de faire du suivi et de la caractérisation en ligne sur les procédés. Voilà. Et aujourd'hui, je vous parle de surface de dispersion. Alors, ce que j'aime bien faire pour introduire ce sujet, c'est parler de ma thèse, où en fait, on a bossé avec le dernier facteur piano français, Stéphane Polello, qui est tout à droite. Là, c'est un projet ANR. Et l'idée, c'est de proposer des solutions de remplacement pour la table d'harmonie du piano. Donc, c'est la planche en bois là, qui fait en gros le haut-parleur du piano. Et proposer des remplacements en matériaux composites de ces structures-là. Et donc, lui, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il faisait des structures en bois qui étaient deux couches de bois collées l'une contre l'autre. Et puis, il y avait une couche qui était uniforme et puis une autre couche qui était découpée de façon à pouvoir faire un patchwork, de façon à faire varier la direction des fibres. Là, vous voyez la direction des fibres en bleu sur la table. Voilà. Et puis, en fait, la question qui se pose, c'est quel est le rôle, encore une fois, des différents couplages, des différents comportements en différentes échelles. Hein. On descend les différentes échelles. Vous avez la stratification, vous avez l'alternance bois d'été de bois de printemps, vous avez les cernes dans le bois qui vous créent un comportement homogène à l'échelle du dessus et tous ces agencements cellulaires qui font l'anisotropie et toutes ces choses-là. Ok, et la question qu'on se pose généralement, c'est comment caractériser ce comportement. Donc là, ça c'est, vous avez l'acquis de ce C peut-être pour une matrice de Rader classique, ok. Et puis en fait, dans la généralisation de ces choses-là pour la viscoélasticité, c'est une partie réelle qui est toujours la partie Rader et une partie imaginaire qui est associée au mécanisme de dissipation, ok, quand on est dans l'espace de Fourier. Et tout ça dépend de la fréquence. On sait que c'est obligé que ça dépend de la fréquence. Vous avez des problèmes avec la causalité du système, etc., qui vous donnent ça. Donc, il faut caractériser quelque chose qui est assez complexe en fréquence. Et on se posait aussi la question, donc, comme je vous ai dit, du remplacement par des composites. Donc, vous avez des structures composites avec plusieurs couches, vous avez de la fibre, de la matrice, vous avez des différentes sources de dissipation et il faut arriver à caractériser tout ça pour remplacer une table d'harmonie donc qui est responsable du son quand même du piano, donc qui a un comportement vibro-acoustique qui est très calé, avec quelque chose qui est un matériau de synthèse et qu'il va falloir donc bien caractériser. Voilà. Alors, la suite du discours, c'est autour des mesures de champ.
Ça, c'est un truc que vous devez commencer à voir apparaître et vous avez même au labo. L'idée, c'est comment on fait l'identification à partir de ces mesures, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qu'elles amènent de nouveau. Donc, typiquement, quand on fait de la caractérisation de structure, donc en statique plutôt, les méthodes de caractérisation ont d'abord été développées là-dessus. On utilise le principe des puissances virtuelles. On dit on a équilibre entre la puissance des efforts intérieurs qui fait rentrer en compte une loi de comportement, et puis la puissance des efforts extérieurs, où on a des choses, par exemple, la force de traction qu'on met sur une structure, et on va pouvoir identifier des choses avec ça. Surtout si on a, comme ici, par exemple, la fracturation, on a la map des déformations et on va pouvoir identifier de multiples choses sur ce comportement. Mais on est limité en statique par le fait qu'on connaît mal généralement les efforts qu'on applique. On connaît, par exemple, une force, une résultante, et on ne connaît pas vraiment la distribution des efforts. Et ça nous limite. Et ce qui est nouveau en dynamique, c'est le fait qu'on ait une puissance des efforts d'accélération qui est liée au déplacement et qui va nous faire une stimulation à une longueur d'onde donnée de notre structure. Donc là, c'est typiquement un truc que j'ai développé dans ma thèse, où j'ai mis sur un bras robot, comme vous avez, le même que vous avez pratiquement au sous-sol de votre laboratoire. J'ai mis un vibromètre fixe et ça m'a permis de faire des mesures de la vitesse 3D d'une structure sur un champ. On obtient des mesures de ce type-là. Ça, c'est vraiment un signal expérimental. Et donc, c'est la réponse transitoire de notre table d'harmonie. Et donc là-dessus, on va pouvoir sortir plein de choses qui sont associées à la structure. Donc là, c'est la table d'harmonie en bois, et là, c'est en composite. Et typiquement, à la fin, l'idée, c'est de caractériser la réponse des deux structures et de la comparer. Qu'est-ce qui est nouveau? La dynamique, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, on va avoir une longueur d'onde caractéristique dans notre signal. Là, vous en avez plein parce que c'est en temporel, mais si vous passez en foyer, vous avez quand même une distribution de longueur d'onde qui est intéressante. Et cette longueur d'onde, elle est paramétrée par la fréquence. Et ça va être intéressant quand vous vous intéressez à l'échelle de stimulation de votre structure. En basse fréquence, vous avez des grandes longueurs d'onde, vous êtes plutôt à l'échelle macroscopique, et plus vous allez monter en fréquence, plus la longueur d'onde diminue et vous allez exciter différentes choses à différentes échelles. Donc, toutes les personnes qui bossent sur les matériaux architecturés, métamatériaux, cristaux phononiques, tous les noms qu'on peut leur donner, et ben en fait, c'est très intéressant pour eux parce qu'ils peuvent dégager le comportement homogène à basse fréquence et le comportement de cellules de résonance à haute fréquence. Et il y a un deuxième élément, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'en fait, maintenant, on a un peu un problème de riche, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de données, et la question, c'est comment on va pouvoir faire pour extraire les données pertinentes pour la caractérisation à partir de ces données-là. Donc, la première chose qu'on a tous fait en TP ou en école, c'est faire l'analyse modale. Okay, donc, si on fait l'analyse modale sur une planche comme ça, donc, on va typiquement faire un modèle de la planche suspendue dans le vide quand on fera un modèle, et on va essayer de se rapprocher le plus possible de ces conditions expérimentalement. Et donc là, l'idée, c'est de suspendre avec des petits élastiques cette planche et puis de l'exciter avec un haut-parleur qui, en gros, va faire 10 fois, et puis on va faire une mesure et la répéter. Et donc, on va obtenir ce type de réponse. Et ce type de réponse, ça va nous servir à faire de l'analyse modale. Donc, l'idée, c'est de dire, localement, sur un point, j'ai un signal de cette tête-là que je vais postuler être une somme d'exponentielles décroissantes. Et c'est les paramètres de cette exponentielle, donc les pulsations, les amplitudes, et puis l'ordre de tout ce truc-là, de cette décomposition qui va m'intéresser et qui va être la signature de mon système. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat? Ce sera un résultat typique sur cette planche qui est assez propre. Hein. C'est assez rare d'avoir des tendances aussi claires. Mais en gros, vous avez les modes qui sont ici, et puis ici, vous avez le spectre. Alors, le spectre noir, c'est le spectre qu'on a mesuré. Le spectre rouge, c'est celui qui est construit à partir d'une analyse modale. Et l'analyse modale est caractérisée surtout par ces points ici, qui sont des points fréquence, amortissement modal. OK? Et là, on peut regarder des choses. Par exemple, le bas amortissement, ici, quand on regarde les modes qui sont associés, c'est ces modes-là là, qui sont en orange, et on s'aperçoit qu'en fait, c'est des modes qui ont une longueur d'onde qui est vraiment orientée dans le sens des fibres de la plaque. Okay, donc, je ne vous ai pas dit, la plaque, c'est une plaque en bois épicéate pure. Vous avez des fibres dans ce sens-là, et puis là, vous êtes dans la direction transverse des cernes. Okay, donc, vous êtes dans la direction des fibres. Okay, et qu'est-ce que vous dit ce résultat? Et ce résultat, il vous dit qu'en fait, la direction des fibres, c'est la direction la plus raide et c'est celle qui va amortir le moins relativement aux autres. Okay, et donc là, c'est quelque chose qu'on a très clairement sur une structure aussi simple qui vraiment dégage les mécanismes et nous montre l'amortissement ici. Quand on regarde plus haut en amortissement, alors les deux modes, là, le 5 et le 13, on est ici, voilà. Et là, vous voyez que la courbure de la plaque, elle est vraiment orientée dans le sens perpendiculaire aux fibres. Et donc ça, c'est vraiment, vous pouvez imaginer le bois en premier ordre comme un tas de spaghettis. Okay, vous avez des spaghettis dans ce sens-là. Si vous essayez de tordre des spaghettis, ça amortit pas beaucoup. Par contre, si vous essayez de faire rouler les spaghettis les uns contre les autres, ça amortit énormément. Et donc, c'est ce qu'on voit ici avec le mode 13. Okay, et puis après, vous avez des choses, des mécanismes plus mixtes. Ici, donc les verts, par exemple,
Les verts, vous voyez que c'est une mise en torsion de la plaque. Donc là, on a un mécanisme de cisaillement dans le plan. Et donc là, on voit que c'est un mécanisme qui est intermédiaire en termes d'amortissement. Voilà. Donc ça, c'est toutes les informations qu'on peut avoir avec une analyse modale. Et puis, ça nous permet d'identifier les paramètres matériaux quand la structure est très simple. C'est un peu un cas d'école. Et on peut identifier, alors les Q, là, ici, et les G, c'est des composants de la matrice de Rader dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est complexe, avec une partie réelle et une partie imaginaire. Vous voyez que vous avez des valeurs 1,1, c'est dans la direction des fibres, qui sont beaucoup plus grandes que dans la direction 2,2, qui est la direction de transverse. Voilà, c'est les choses qu'on peut faire en analyse modale avec des mesures de champ où on a vraiment toutes les données qui nous permettent de faire les choses. La question, c'est est-ce qu'on peut appliquer ça aux structures plus complexes? C'est donc typiquement la table d'harmonie avec notre mesure qu'on a obtenue. Et la première chose, c'est que voilà les modes. Donc, c'est déjà beaucoup moins clair à interpréter, si vous voulez. OK. Et puis, en fait, on a des directions qui vont dans tous les sens. Alors là, c'est une comparaison entre une mesure ici et un modèle là. Okay. C'est un modèle de la structure. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, on est capable de modéliser ce type de structure assez complexe et de monter avec des modes très élevés, là, le mode 34, et on a toujours une super corrélation entre à la fois les fréquences, mais aussi les modes. Vous voyez que vous avez une très bonne corrélation. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ça va être plutôt qu'on a tout qui est mixé. On ne va plus pouvoir séparer en fait, les différents mécanismes, et ça va nous poser des soucis. Donc, typiquement, vous pouvez regarder, par exemple, le même chose que tout à l'heure sur l'analyse modale avec le spectre, et puis les points en fréquence et amortissement, et vous voyez qu'en fait, vous avez quelque chose qui est beaucoup moins marqué par des tendances et qui va vous poser des problèmes en termes d'identification. Et ça, pour les gens qui font un peu de l'identification et du numérique, j'aime bien tracer ça, c'est la matrice de sensibilité associée au problème inverse. Donc, quand vous faites un problème inverse où vous dites j'ai les fréquences qui me sont données par l'expérimental, je vais essayer de coller des fréquences d'un modèle, vous allez calculer le gradient des fréquences par rapport aux paramètres du modèle que vous identifiez. Et le gradient, c'est ça. C'est la matrice de sensibilité avec les couleurs et les barres, les longueurs des barres sont associées à la valeur de chacun. Et ce que vous pouvez voir, c'est que sur la planche d'épicéen, en fait, vous avez des valeurs qui sont très chahutées, vous avez des poids qui varient beaucoup en fonction des fréquences modales. Donc, vous allez avoir quelque chose qui est bien conditionné. L'ordre de cette matrice de sensibilité, il est très bon, le rang. Par contre, ici, vous avez quelque chose qui est pratiquement constant sur tous les modes, parce que tout est mixé, tous les mécanismes de déformation sont excités par tous les modes. Et donc, le rang de notre identification baisse énormément et on ne va plus pouvoir être capable d'identifier les choses sur nos modèles. Voilà, là, on peut identifier un seul paramètre, en fait. Donc, c'est comme si notre structure était isotrope. Voilà, donc on ne peut pas faire d'analyse modale. Et ça se confirme quand on va essayer de comparer l'analyse modale qu'on a faite sur la table en bois de la table en composite. Donc, un des trucs qu'on teste généralement quand on fait l'analyse modale, c'est la matrice de Mac. C'est Model Insurance Criterion, où on vient de tester la corrélation entre deux modes de deux structures. Alors, souvent, c'est modèle expérimental, mais là, c'est deux structures expérimentales. Et généralement, quand il y a bombation entre les deux, vous avez une matrice qui est diagonale. Et là, vous voyez que ça marche à peu près au début. Puis déjà, dès qu'on s'écarte, en fait, vous allez avoir des problèmes. Donc, les premiers modes, ils vont être assez matchés. Alors là, vous avez la table en bois et la table en composite à chaque fois. Et puis, au fur et à mesure qu'on va monter en fréquence, on va avoir des choses plus complexes et qu'on ne va pas pouvoir arriver à identifier d'un point de vue conception, parce que l'idée à la fin, c'est quand même de faire de la caractérisation des structures, vérifier la conception qu'on a faite, la réalisation, le mode de fabrication, etc. Voilà, donc on a toujours des problèmes avec cette analyse modale que j'aime bien montrer parce que c'est quand même une illustration assez sympa de ce qu'on peut faire avec des mesures de champ, avec des méthodes plutôt classiques en termes de traitement. OK. Donc, l'analyse modale, ça ne marche pas. Donc, quand on va se poser la question, c'est est-ce qu'il existe d'autres types de méthodes en fréquence? Et notamment, en fait, quand on va se poser la question de la développement de la fréquence, de méthode, on va se poser la question de quel régime fréquentiel sur quel régime fréquentiel on veut se placer. Donc, typiquement, vous avez le régime basse fréquence dont j'ai parlé, où on fait de l'analyse modale. Vous avez les ultrasons en haut. Donc là, en fait, la longueur d'onde, elle va être plutôt petite par rapport à la taille de la structure, elle va être de l'ordre de la section qu'on va vouloir caractériser. Vous avez des choses très intéressantes qui sont disponibles ici. Et la question, en fait, c'est que généralement, ça s'arrête là. On n'a pas vraiment, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, on n'avait pas vraiment de pont entre les deux. Et là, ce qui est nouveau avec les mesures de champ, les nouvelles techniques de traitement de signal, c'est qu'on va pouvoir essayer de trouver des méthodes qu'on dit moyenne fréquence, qui vont nous permettre d'identifier des choses dans le milieu du spectre et avec des limitations qu'on va pouvoir dépasser. Et la question qu'on se pose autour de ça, c'est est-ce qu'on peut avoir une approche unifiée, parce qu'on va se retrouver avec trois méthodes qui ne donnent pas forcément le même type de données, de résultats, et est-ce qu'on peut avoir une méthode unifiée qui nous permet de faire tout le spectre d'une structure qui nous intéresse?
Donc, je vais parler de ces méthodes milieu de fréquence, c'est quand même globalement ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi de pousser les limites basses et hautes fréquences de ces méthodes pour pouvoir aller comparer, bien sûr, avec les méthodes ultrasons et les méthodes basse fréquence. Une première petite revue sur l'approche moyenne fréquence. Donc, l'idée, c'est de développer des méthodes où on a un peu toutes les échelles qui se mélangent. Généralement, on se met un cahier des charges quand même sur ces méthodes de choses qu'on va utiliser. Donc, il y a les mesures de champ, le fait qu'on veut vraiment pousser les limites des bandes et faire des choses in situ, c'est-à-dire qu'on veut avoir des choses qui dépendent peu des conditions limites expérimentales. Je vous ai parlé des conditions limites qu'on est obligé de bien soigner en analyse modale. Et là, on va vouloir faire des choses plutôt sans connaître les conditions limites, pouvoir venir faire de l'observation, du contrôle, etc., de façon beaucoup plus facile qu'avec quelque chose dont il faut modéliser toute la structure. D'un point de vue théorique, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de caractériser un opérateur différentiel linéaire qui est en fait caractéristique de notre structure. Donc, par exemple, une poutre, vous savez peut-être qu'une poutre, c'est un opérateur d'ordre 4 sur le déplacement transverse, moins un terme en inertie. Et bien, c'est typiquement cette chose-là. Donc, vous avez un opérateur différentiel qui contient quelques dérivés sur un champ cinématique qui est souvent constant, qui est avec des paramètres matériaux qui ne dépendent pas de l'espace. Et on va essayer de caractériser des endroits où généralement il n'y a pas de force, donc pas de second monde. Il y a deux façons de faire. La première, c'est de tester cette équation-là. Okay, donc on peut tester de différentes façons. Donc il y a une qui est bien développée aussi au EA, c'est la méthode FATRIF, où on vient utiliser des différences finies. On va discrétiser cet opérateur-là avec des différences finies et tester pour identifier des paramètres. Et la deuxième chose qui est plus la méthode, on va dire, globale, intégrale, faible, formulation faible, où on va tester notre opérateur en phase de fonction test, comme on fait pour les éléments finis. C'est le principe des puissances virtuelles. D'ailleurs, la méthode s'appelle le principe des champs virtuels. Et donc, c'est vraiment deux approches qui sont très équivalentes. Il y en a juste une qui est en formulation faible, l'autre en formulation forte. Ce qui est bien là-dessus, c'est qu'on a un vrai lien direct entre l'opérateur qu'on cherche à caractériser, le grand L là, et puis les mesures. Okay, on va vraiment essayer de caler cet opérateur sur les mesures. Donc, on a quelque chose qui est direct. On a un choix du modèle qui est très clair. La question, c'est comment on va pouvoir observer tout le champ, parce qu'on va devoir observer tout le champ U de déplacement. Donc, si jamais, par exemple, vous voulez caractériser une plaque mince qui est caractérisée généralement que par le déplacement transverse, vous pouvez mesurer que le déplacement transverse. Mais dès que vous voulez mesurer une plaque épaisse qui, elle, vous avez besoin d'un cinématique de rotation de la section, vous êtes obligé de mesurer cette rotation et ça devient compliqué. Et le deuxième grand défi qui est un sujet de recherche, c'est comment on arrive à dériver, parce que dans cet opérateur, il y a des dérivés du champ. Comment vous dérivez un signal expérimental que vous obtenez, donc il y a du bruit dedans, comment vous arrivez à dériver de façon propre pour ne pas faire exploser le bruit et avoir des identifications complètement extraterrestres. La deuxième chose, c'est la décomposition. Donc là, on va plutôt s'intéresser au déplacement qui est là, et on vient le décomposer sous une somme de fonctions propres qui sont généralement plus ou moins proches des solutions que nous donne l'opérateur. Et ça va être intéressant pour notamment le fait qu'on n'a pas besoin de tout le champ. On va juste mesurer une projection du champ cinématique et on va le caler là-dessus. On va caler là-dessus une décomposition. Donc, il y a deux approches. La première, c'est l'image source méthode où on va utiliser plutôt des fonctions green de l'opérateur. Okay, donc là, on va essayer d'avoir des fonctions associées à un Dirac de force et faire une décomposition du champ là-dessus. Donc, il va falloir trouver les positions des Dirac, etc. La question, en fait, qui se pose, c'est généralement la généralisation de ce truc-là. En fait, le lien entre la fonction green et sa forme et les paramètres matériaux qu'on cherche à identifier, c'est souvent assez complexe. On a des fonctions qui sont analytiques dans les cas isotropes, généralement, les opérateurs d'Helmholtz, et puis après, c'est fini. Donc là, c'est assez limitant. C'est une opération qui est très forte, qui est une approximation qui est très bonne, mais avec des fonctions qui sont compliquées à calculer. Et la deuxième, c'est celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'approximation par des ondes planes. On va utiliser ce type de fonction de base et on va approximer notre champ avec ça. Donc, c'est une mauvaise approximation, je vous en parlerai un peu, mais qui est vachement générale. Vous allez pouvoir approcher les solutions de plein d'opérateurs comme ça. Dès que vous avez un opérateur linéaire différentiel, vous avez ce type de décomposition qui peut s'appliquer. OK, donc c'est parti, on parle de surface de dispersion. Donc, surface de dispersion, l'idée, c'est quoi? J'ai une collection de réponses harmoniques de structures que j'ai mesurées à différentes fréquences. Si je prends la transformée Fourier 2D de ce truc-là, okay, je me retrouve dans le spectre, dans l'espace des vecteurs d'onde, K. Donc, le vecteur d'onde, c'est la fréquence spatiale orientée avec la direction de propagation de l'onde et la fréquence. Okay, donc, c'est paramétré par la fréquence. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que toute l'énergie du spectre, là, les parties en rouge, elles sont reparties le long de formes géométriques très simples. Et ces formes géométriques, en fait, ça va être juste
les lois de dispersion de notre structure, c'est-à-dire les modes d'onde qui sont capables de se propager à la fréquence de nous. Okay, si je fais l'empilement de tous ces spectres les uns sur les autres de façon à former un spectre vecteur d'onde de fréquence, vous voyez apparaître une surface ici, sur laquelle la majeure partie de l'information de la mesure que vous avez faite est contenue. Okay, donc l'idée, en fait, c'est finalement de transformer une information 3D temps, espace, si on est en 2D en espace, en une information 2D qui sera la surface de dispersion. Donc c'est quand même, pour ceux qui font des méthodes de réduction de données, les surfaces de dispersion, c'est une façon de réduire les données de façon compacte. Voilà. Le pendant théorique de ça, c'est le formalisme des guides d'onde. Okay, donc la guide d'onde, c'est la poutre, la plaque, maintenant les métamatériaux, où on dit en fait on a une section caractéristique, par exemple I, qui est extrudée le long d'une direction qui va être la direction de propagation de l'onde, okay, et qui est donc invariant selon cette direction. Voilà, et ça nous permet de dire on peut faire propager des ondes planes là-dedans avec une partie phi là, qui caractérise le mouvement dans la section, modulée par une fonction, on va dire, macroscopique, qui est l'onde plane exponentielle avec une pulsation et un vecteur d'onde. Et ça, après j'en ai fini avec la théorie, ça nous permet d'obtenir ce type d'équations, qui sont les équations de dispersion, donc ces équations homogènes. Vous allez faire de l'analyse modale avec ça et obtenir des modes phi en fonction de k et oméga. Et ce truc-là, cet opérateur D, là, de façon très générale, il nous caractérise la façon dont l'information se propage dans la structure. Donc, si vous voulez, vous avez une structure qui est dans un état d'équilibre, vous faites une petite perturbation, et la caractérisation de ce truc-là, des modes propres de ce truc-là, c'est l'opérateur D. OK. Donc, oui, et un truc que j'oublie souvent, c'est que les solutions de cet opérateur, elles sont là. C'est les surfaces bleues, vertes et rouges que vous voyez, et les cercles. Donc, ça veut dire qu'en fait, cet opérateur-là, qui a un truc associé à un milieu infini dans un calcul, donc vous n'avez pas les conditions limites, c'est assez simple à calculer, vous le collez sur un truc où vous avez mesuré sur une structure finie, et vous voyez que vous avez un fit incroyable entre les solutions numériques et les solutions, les surfaces de dispersion expérimentales. La première chose, c'est la séparation des mécanismes, qui est très naturelle. Ici, les différentes surfaces. Alors, celle-là, il faut avoir un peu fait le calcul de dispersion pour voir que c'est ce type de mécanisme. Mais en tout cas, vous avez une séparation naturelle parce que les vitesses des ondes sont différentes entre les mécanismes de flexion, de cisaillement de plan, de traction. Et ici, vous avez même la signature du couplage fluide-structure parce que la plaque est très légère. Qui apparaît. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez marrant à retrouver. C'est des choses qui nous auraient beaucoup embêtés si on avait voulu faire de l'analyse modale parce qu'on n'aurait pas pu postuler qu'il y avait tous ces types de choses qui apparaissaient dans notre signal. Voilà. La deuxième chose, c'est que toute cette chose-là, cette démarche-là, elle est indépendante des conditions expérimentales qu'on analyse. Je vous ai dit que ça, c'était calculé en milieu infini. Et là, on ne s'est pas posé trop la question de où étaient positionnées nos sources. Alors, on le voit très bien sur le signal spatial. Est-ce qu'elles sont. Et sur le signal en vecteur d'onde, on voit qu'ici, vous avez un quartile qui est bien excité et puis les autres le sont moins. Mais ça ne va pas changer la topologie des surfaces. Ça va juste changer où est répartie l'information sur ces surfaces. Voilà. Donc ça, c'est tout un peu la présentation des surfaces de dispersion. Et maintenant, ce que je vais vous faire, c'est plutôt une espèce de bibliothèque d'exemples de choses qu'on peut faire avec ce type d'approche. Donc, la première chose, c'est la poutre homogène. Donc là, on est venu mesurer le long d'une poutre homogène en PVC qui fait 1 mètre. On est venu mesurer 3 points, histoire de pouvoir séparer le mouvement de torsion du mouvement de flexion. Okay, mais ça, on n'est pas obligé de le faire. C'est juste pour la démonstration. Ça avait un aspect pédagogique intéressant. Donc, vous avez une onde de flexion qui est associée à un opérateur d'ordre 4. Okay, donc, vous allez avoir 4 solutions d'onde là-dessus. Et une onde de torsion qui est associée à un opérateur d'ordre 2. Si vous faites le signal spatio-temporel, donc on est venu injecter un Dirac de force avec un taux vibrant qui lui aussi fait un toc. On l'a injecté là, et puis on est venu mesurer en fonction de l'abscisse et du temps la réponse de la structure. Donc vous voyez deux choses. La première, c'est que la torsion, en fait, vous voyez que c'est un truc très bien droit là. Vous avez une onde qui est non dispersive, vous avez un paquet d'ondes qui ne s'étale pas pendant qu'il se propage. Et puis vous avez quelque chose qui est très différent avec la flexion. Vous avez des paquets qui viennent s'étaler en fonction de la fréquence à laquelle ils sont associés. Ok, si vous faites la transformée Fourier 2D de ce truc-là, voilà ce qu'on obtient. Vous avez le spectre nombre d'ondes ici, pulsation à gauche, et vous voyez qu'en fait, vous avez 6 courbes, ou alors 4 si vous voulez, sur lesquelles l'information est concentrée. C'est le pendant des surfaces qu'on avait tout à l'heure, mais ici c'est en 2D, parce qu'on n'a pas la 3e dimension. Ok. Et là, vous voyez qu'en fait, vous avez 2 paraboles en orange, et ces paraboles, en fait, elles sont associées
à la loi de dispersion des ondes de flexion qui est ici. Et la même chose sur les ondes de torsion, vous avez des choses qui sont non dispersives, donc c'est une droite dans cet espace-là, K oméga, et vous avez quelque chose qui est en oméga égale K, G sur O. Voilà, donc vous n'avez que le paramètre de structure qui rentre en compte sur ce cas, donc vous allez pouvoir identifier facilement un module d'ion, par exemple, à partir de ces courbes, qui sont juste une transformation de la mesure que vous avez faite. Ça s'applique aussi sur des structures hétérogènes, c'est qui est intéressant. C'est-à-dire que si vous prenez cette plaque ici, là, avec 3 patchs, avec des directions de fil différentes, qui sont collés les uns aux autres, vous avez donc une plaque, quand vous l'excitez, ben, ça vous donne ce type de réponse harmonique. Si vous faites la transformée de Fourier de tout ce truc-là d'un coup, voilà ce qu'on obtient. Okay, donc ça, c'est la fréquence évolue à chaque fois. Et vous voyez que vous avez 3 ellipses qui sont mixées. Et maintenant, en fait, donc ces 3 ellipses, elles sont associées bien sûr aux 3 patchs. Maintenant, si vous faites la transformation sur chacun des patchs individuels, voilà ce que vous obtenez. Vous arrivez à séparer les différents comportements des différents patchs. Okay, donc, si on arrive à avoir une séparation assez forte entre la longueur d'onde ici et puis la chose spatiale qu'on cherche, on arrive à faire l'identification locale avec ce type de méthode. Voilà. Un autre truc sur les structures périodiques, j'aime bien montrer parce que c'est assez joli et pour les gens qui font des métamatériaux, ça leur parle. Là c'est une plaque avec un nid d'abeille au centre, donc le nid d'abeille est périodique. Et en fait, quand on vient exciter cette structure et calculer son spectre en vecteur d'onde, voilà ce qu'on obtient. On a quelque chose avec une réponse homogène qui est au centre. Et puis, vous avez la périodicité de la structure qui vient clairement apparaître sur le spectre en vecteur d'onde. Et ce truc-là est vraiment associé à la périodicité, aux zones de Brillouin, ça vous intéresse, et toutes ces choses-là. Donc, périodicité dans l'espace, c'est aussi périodicité dans les spectres des vecteurs d'onde. Voilà. Comme bilan, donc, je vous ai montré la façon de corréler les surfaces de dispersion théorique en milieu infini avec des mesures sous milieu fini. Vous avez la séparation naturelle des mécanismes du mouvement. Une chose qui est importante, c'est vraiment in situ. Donc, vous avez une description qui est indépendante de la façon dont vous avez excité votre structure. Ici, en fait, c'est 2 expériences différentes sur la même structure. Et on a changé la position du pot vibrant, on a changé le contenu spectral et le maillage de mesure. Et vous voyez que vous avez une continuité totale des données. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui est indépendant des conditions limites expérimentales. Et la grosse limitation sur laquelle on va travailler, qui est l'objet de la suite de mon exposé, c'est le principe d'incertitude. C'est-à-dire qu'en fait, si vous diminuez la taille du signal spatial que vous mesurez, en fait, vous diminuez largement la résolution de votre analyse. Donc là, j'ai juste divisé, la plaque était assez grande, donc on voyait plein de choses. Si je divise la taille de la plaque par 6, ben voilà, on voit plus rien. OK, et donc ça va être le problème. Ça, c'est un problème qui est associé à la transformée de Fourier. Et donc, on va essayer de travailler sur des méthodes qui vont permettre de venir relocaliser les données et pouvoir avoir des informations précises sur un signal qui ressemblerait à celui-là si on avait de la transformée de Fourier. OK, donc la première méthode qu'on utilise, là, ça va être un peu plus technique. C'est la méthode ESPRIT. Donc, c'est une méthode qui est issue du traitement de signal. Et là, en fait, ce qu'on va dire, donc la transformée de Fourier, en fait, c'est une transformation qui est inversible. C'est-à-dire, vous ne perdez pas de données quand vous faites une transformée de Fourier. OK. Donc, vous identifiez autant de paramètres que vous avez de données. Et donc, le principe des méthodes de résolution, c'est de dire non, moi, je vais mettre un modèle sur mes données, histoire de réduire le nombre de paramètres que je veux identifier. Donc, je vais faire une identification au moins de carré, de moins de paramètres par rapport à plus de données que j'ai. Et ça va me donner une bonne résolution sur les paramètres. Voilà. C'est en gros le principe si on veut retenir les choses grossièrement. Donc, vous partez d'une mesure qui est la somme d'un signal pur dont vous allez dériver le modèle, plus un bruit. Et le modèle, c'est un peu le même que l'analyse modale. D'ailleurs, c'est une méthode qui a d'abord été utilisée en analyse modale par M. Heger, qui est ici, où on dit on a une décomposition de notre signal d'ordre R associée à des amplitudes complexes et une fréquence complexe. Et puis, si on se généralise aux n dimensions, on aura un vecteur. OK. Ça va nous donner la haute résolution. Et après, il y a des choses qui vont venir simplifier l'utilisation de ces méthodes. La première, c'est l'utilisation de ce type de relation qu'on va appeler relation de récurrence ou d'invariance rotationnelle, qui dit qu'en fait, si on prend 2 versions décalées de notre signal, en fait, on a un T plus H ici, un T ici, et en fait, H ici est le juste pas entre nos 2 mesures. Si on prend ces 2 mesures décalées, on identifie ce truc-là de façon indépendante des amplitudes du signal, etc. Et ça nous permet de faire des identifications très robustes de fonctions non linéaires. Donc, il aurait fallu normalement faire de l'optimisation. Et là, c'est des problèmes linéaires assez faciles à résoudre. Voilà. Et le dernier truc, c'est la décomposition en sous-espace qui est vraiment super répandue en utilisation des systèmes.
en identification à tout court, où vous allez séparer avec des méthodes de décomposition en valeurs singulières. Vous allez extraire de votre méthode, de votre mesure, pardon, tout ce qui est associé au signal et extraire tout ce qui est repousser tout ce qui est du bruit. Voilà. Ça nous permet deux choses, d'ajouter de la robustesse à votre méthode par rapport au bruit. Et la deuxième chose, c'est d'identifier cet ordre ici-là, qui n'est pas forcément facile à identifier. Et donc, ça va nous donner des indications sur cet ordre-là. Voilà. Une première application de Esprit, donc c'est sur cette poutre-là, vous vous rappelez, avec les deux paraboles, les deux droites. En fait, ce qu'on peut faire, c'est transformer ce truc-là en une identification qui est de ce type-là. Donc, on a identifié pour chaque fréquence des nombres d'ondes qui sont associés à la flexion ici, à la torsion là. Et ça, c'est beaucoup plus précis que ce qu'on pouvait faire avec la transformée de Fourier. Et on peut identifier, donc à partir de là, je vous disais, on peut identifier un module Young en inversant les relations de dispersion. Et voici ce qu'on peut obtenir. Alors, ici, vous avez un module Young qui est associé à un modèle de poutre mince. Okay, et vous voyez qu'en fait, ce module Young, il descend en fréquence, ce qui est un truc qui est normalement théoriquement impossible. Dans un matériau, vous ne pouvez que augmenter le module Young en fonction de la fréquence. Et donc, en fait, on s'aperçoit que c'est juste le modèle de structure qui n'est pas bon. Si vous ajoutez la rotation de la section, donc le modèle de Timoshenko, de poutre épaisse, vous retrouvez avec une identification donc qui est beaucoup plus claire. Donc, il faut faire attention aussi quand on fait l'identification matériaux au fait qu'on mesure une structure. Et donc, il faut bien choisir le bon modèle pour ça. Voilà. Et la dernière chose, c'est qu'on peut faire du viscoélastique parce qu'en fait, le nombre d'ondes qu'on identifie ici est dans le complexe. Okay, donc, on peut avoir la partie imaginaire de ce nombre d'ondes qui est associée ici à une partie imaginaire d'un module Young et faire l'identification de modules de perte sur les matériaux. Et tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une donnée par fréquence. On n'a pas fait de modèle sur la rhéologie de notre matériau. Je n'ai jamais dit « Ah ben, mon matériau, c'est composé d'un ressort et d'un amortisseur, modèle de Maxwell, par exemple. » et je pourrais identifier ces paramètres. Donc, je dis, pour chaque fréquence, je vais identifier un module Young complexe et ça va me donner un modèle de rhéologie que je pourrais quitter après si je voudrais. Voilà, hop, la poutre précontrainte, je vais la passer. Sur le local, donc, ça c'est intéressant pour la table d'harmonie. En fait, l'idée, c'est de venir faire, comme je vous montrais tout à l'heure avec la transformée de Fourier, mais ici, on n'aurait pas la résolution nécessaire. Venir prendre une petite fenêtre ici et venir extraire tous les vecteurs d'onde qui se propagent à chaque fréquence. Donc, on va obtenir un espèce de nuage de points dans l'espace K oméga, ici, qu'on va pouvoir fitter ici avec une surface. Et cette surface, ça va être un modèle de plaque mince anisotrope. Okay, donc, vous connaissez peut-être la plaque mince normale. Vous avez un seul paramètre D qui est la raideur en flexion de ma plaque. Et dès que vous avez de l'anisotropie avec des raideurs qui varient en fonction de la direction, vous avez différents paramètres qu'il faut identifier. Pour les matheux, c'est les composants du tenseur de raideur en flexion de ma plaque. Okay, donc ça, on peut l'identifier en faisant un problème au moins de carré sur le nuage de points rouge. Okay, vous voyez qu'en fonction de K, ici, tous les dés sont peuvent être linéairement identifiés. C'est juste un problème au moment de carré linéaire qui est super léger à résoudre. Voilà, je peux faire tourner. Vous voyez que la surface change en fonction de la localisation. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est associé aux fibres, à la direction des fibres. Par exemple, on peut se mettre là. Vous voyez qu'ici, vous avez des fibres qui sont pratiquement, on va dire, qui sont assez alignées les unes aux autres. Okay, vous avez une surface de dispersion qui est assez anisotrope. Okay, ça fait une espèce d'ellipse. Okay, et puis, si on se met à un autre endroit, là, par exemple, les fibres, elles sont à 90 degrés l'une de l'autre. Donc, ça va vous faire quelque chose qui est beaucoup plus, quand vous mixez les deux comportements, vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus isotrope. C'est bien ce qu'on voit sur la surface de dispersion avec un cercle qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus défini. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut tracer en fait ces paramètres qu'on a identifiés là. On peut les tracer en fonction de l'espace. Donc là, on peut faire l'identification de façon indépendante des conditions limites, en local, sans hypothèse sur la distribution de nos propriétés. On peut faire l'identification. Voilà, donc ça c'est intéressant. On l'a fait avec la table et on l'a fait aussi en comparant les deux structures. Donc vous allez avoir en rouge la structure composite, en bleu la structure table bicouche. Voilà, et donc c'est synchronisé les deux identifications et vous voyez que vous arrivez à capter des différences assez claires. Notamment là, le cercle en fait c'est une espèce d'invariant en fréquence de mon nuage. En fait, j'ai tracé une donnée qui est invariante en fréquence qui permet de se placer en 2D. Et vous voyez globalement, en fait, c'est une souplesse spécifique. Donc la structure rouge est moins souple que la structure bleue. Donc on est un peu trop raide sur la structure en composite. Voilà. Donc on a des zones qu'on peut identifier, par exemple une rotation des anisotropies qui est là, ou une souplesse globale qui est trop faible.
Voilà, ça nous permet de faire de la caractérisation de structure de façon indépendante des conditions limites, encore une fois. Et c'est assez intéressant pour la facture instrumentale parce qu'on ne peut pas démonter nos instruments, mais pour plein d'autres applications, je ne sais pas, penser aux avions, à la maintenance, etc., on pourrait faire des choses. Voilà. Un petit résultat qui est sympa aussi sur l'effet de la microstructure. Donc là, on est de retour sur notre plaque avec une microstructure en nid d'abeille. Cette plaque, en fait, quand la longueur d'onde est très grande par rapport à la taille de la structure, en fait, on va avoir un comportement de structure homogène. Et puis, dès qu'on va commencer à diminuer la longueur d'onde, vous allez avoir des choses qui se passent dans la cellule. Okay, et donc, il y a plein de choses qui sont intéressantes à regarder. Alors, là, la représentation un peu spéciale, la surface de dispersion, c'est celle-ci, la partie réelle, la partie imaginaire. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la couleur sur l'orientation de façon à pouvoir tracer en 2D et voir que vous voyez l'enveloppe en fait, de cette surface. Et vous voyez que typiquement, vous avez ici un point qui est intéressant, en fait, où les directions d'anisotropie, donc là, vous êtes bleu au départ, c'est la direction la moins souple, la plus raide qui est bleue. Et bien ça s'inverse. Et c'est notamment dû au fait que vous avez des pots de ce sandwich-là qui sont avec des fibres de carbone. Donc, c'est elles, en basse fréquence, qui vont être excitées par la flexion. Elles vont être en traction-compression. Okay, et donc, l'anisotropie va être guidée par les pots. Et dès que vous avez du cisaillement qui apparaît dans la plaque, okay, ça quand on va monter en fréquence, vous allez avoir le nid d'abeille qui, lui, a une direction d'orthotropie qui est dans l'autre sens, qui va rentrer en compte. Et donc, la surface, globalement, va se mettre à tourner. Et ça, c'est une vraie signature de notre microstructure. Ça, c'est vraiment intéressant. On n'aurait jamais vu ça à partir d'une mesure d'analyse modale ou de spectre global. Un autre truc qui est intéressant pour ceux qui font de l'acoustique, c'est ce truc-là, qui est une résonance, qui n'est pas du tout prédit si on ne met pas de l'air dans les petites cavités. Et en fait, l'idée, c'est que vous avez là, le nid d'abeille fait une cavité acoustique. Et ce truc-là qu'on voit, en fait, c'est une résonance de la cavité qui fait que les ondes s'amortissent complètement autour de la source. Okay, donc, vous avez à la fois une raideur qui présente une singularité et puis un amortissement ici qui explose. Voilà. J'en viens au. Donc, j'ai montré qu'on pouvait faire plein de choses chouettes avec cette méthode, mais il y a quand même des limitations. Et la grosse limitation de cette méthode, la première, c'est qu'on a du mal à estimer le petit terme dont je vous parlais, qui est associé à des décompositions dans ce espace. L'ordre de notre décomposition, on a du mal à l'identifier. Alors, ça marche sur la poutre parce qu'on a un dé, on a des pics qui sont assez bien marqués généralement. Et donc, quand on regarde, alors, si vous regardez plutôt les valeurs propres associées à la décomposition en valeurs singulières, vous voyez qu'en fait, vous avez une chute qui est très claire des valeurs propres, qui va nous dire, en fait, à partir de là, on a à peu près tout décrit de notre signal, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Vous voyez qu'ici, on fait une erreur de 1%, en fait, si on rate toutes ces valeurs propres, donc ce n'est pas très grave. Donc là, on va pouvoir faire l'identification facilement. Mais par contre, quand on va avoir des signaux de ce type-là, là, sur la plaque que je vous montrais au tout début, et ben, en fait, les valeurs propres, ça ressemble à ça. Donc, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on s'arrête en termes de décomposition. Et c'est un gros souci. Voilà. Et donc, l'idée, ça va être de formuler des critères. Donc, on a toute une flopée, et toute une zoologie de critères autour du choix de cet ordre ici. Donc, ici, vous en avez un qui est MDL, qui est juste Minimum Definition Length, et qui est juste la dérivée de ce truc-là, en fait. Et puis, il y en aura d'autres. Et il y a une deuxième technique qui est en fait de filtrer notre signal localement avec des banques de filtres. Donc, l'idée, ça va être de dire, par exemple, je vais sélectionner cette partie-là. Okay, et là-dedans, j'ai un angle qui va être réduit et je vais identifier une ou deux exponentielles et puis je vais passer à côté, etc. Ouais. Donc, ça, c'est une façon qui est faite. Et le problème, c'est qu'il faut choisir les filtres à la main. Et donc, ce que je vous présente dans la suite, c'est plutôt une façon systématique de faire ça, qui s'appelle la relocalisation spectrale, donc, qui est bien connue par les gens qui font du traitement de signal, du suivi de système non linéaire, parce qu'on va vouloir caractériser la fréquence d'un système ou les fréquences d'un système en fonction du temps, parce que par exemple, l'amplitude du système varie, et donc les fréquences vont peut-être changer s'il est non linéaire. Et donc, on fait de la relocalisation spectrale sur des spectrogrammes, généralement. Mais là, l'idée, c'est de le faire en espace. Donc, quel est le principe? On a ce petit signal ici qui est composé de deux exponentielles. Voilà, et sa tête à peu près. On l'a mesuré sur une longueur L. Si on prend sa transformée de Fourier, voilà ce qu'on obtient. Vous avez deux barres qui sont bien identifiées, parce qu'on a j'ai choisi les fréquences comme des multiples du sampling. Donc, on a deux fréquences en Fourier qui sont bien calées. Maintenant, si on prend une sous-partie de ce signal, ici, tac, on obtient alors la longueur des barres, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est la partie réelle, elle est dans le sens vertical, vous verrez pourquoi. Donc, vous avez de nouveau deux barres ici qui
qui sont bien définis, puis tout le reste est à 0. Donc, vous pourriez identifier vos fréquences de façon très propre avec la transformée de Fourier. Et puis, on peut faire pareil avec le signal d'à côté, en prenant un exemplaire shifté. En fait, je ne sais pas si vous voyez, j'ai shifté d'un point, là, le signal, et vous allez voir qu'en fait, ce truc-là fait une variation de la phase locale sur les bandes de la FFT. Si je continue, là, je shift mon signal petit à petit, vous vous apercevez qu'ici, en fait, je retrouve une variation spatiale de la phase qui est associée à cette fréquence-ci et une variation qui est associée à cette. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas trop le but, mais on va identifier dans ce sens-là les différentes bandes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on est passé d'un signal qui était d'ordre 2, avec 2 exponentiels ici, à 2 signaux qui sont d'ordre 1. Donc, on va pouvoir fixer l'ordre et appliquer esprit à un ordre réduit. Le problème, c'est si on fait ça sur ce signal-là, voilà ce qui se passe quand on fait bouger les fréquences. Vous voyez qu'en fait, vous avez toutes les bandes qui répondent. Et là, il va falloir trouver un moyen de découpler ces bandes. OK. Donc là, pour l'instant, on n'a rien gagné. Et l'idée, en fait, c'est cette vidéo-là. L'idée, ça va être de fenêtrer notre signal localement. Et ici, en fait, vous voyez que ici, c'est les liens qui sont là. En fait, c'est comment je relocalise. Et vous voyez qu'en fait, vous relocalisez que localement, entre guillemets, sur une fréquence. Donc, le fait de fenêtrer mon signal, ça va me permettre de retrouver un ordre réduit et je vais pouvoir appliquer des méthodes à l'ordre 1. Okay, donc, je vais fixer esprit à l'ordre 1 et appliquer ma méthode. Voilà. Oui, si, quand même, je peux vous montrer ça. C'est l'effet du bruit, parce que là, il n'y avait pas de bruit dans le signal. Si je mets du bruit, vous voyez que vous avez des problèmes sur la relocalisation. Et là, toute la question de ces méthodes, ça va être de savoir comment on reconstruit le spectre. Voilà, donc juste une illustration de cette méthode-là sur notre poutre. En fait, vous avez, si vous regardez les points, alors peut-être que vous ne voyez pas forcément, les points ici sont répartis de façon uniforme. C'est les points initiaux de ma FFT que je vais vouloir relocaliser. Quand j'applique la relocalisation, voilà ce qui se passe. Tout le monde vient se placer sur, en gros, les maximums locaux de la FFT. Vous avez une relocalisation qui est intéressante. Ça vous fait gagner largement sur la résolution des identifications. La même chose sur notre signal 2D tout à l'heure. Voilà, je peux vous montrer ce que ça donne. Vous relocalisez sur les maximums de spectre. Ça marche pas mal. Mais on a encore un problème. C'est qu'on a un problème sur l'amortissement. Alors ça, je vais vous montrer ça sur un signal numérique aussi. Donc, vous avez un milieu 2D d'Helmholtz. Donc, typiquement, la fonction green d'un milieu d'Helmholtz, c'est une onde qui est circulaire. Et vous allez vouloir approcher ça avec des ondes planes. Et donc, le signal que vous avez au départ, c'est ce type de signal. Et vous allez vouloir approcher ça avec des ondes planes. Et la question, c'est est-ce que mon approximation par onde plane, est-ce qu'elle s'améliore si je m'éloigne de la source? Sûrement, parce que ça va ressembler de plus en plus à une onde plane du coup on a un champ lointain. Mais à partir de quand les méthodes commencent à fonctionner? Et donc, si je fais esprit et je regarde l'erreur que je fais sur le nombre d'ondes sur esprit, ça, c'est en fonction de la distance. Donc, ici, c'est le nombre de longueurs d'onde que j'ai depuis la distance à ma source. Donc, ici, par exemple, vous avez 10 longueurs d'onde par rapport au centre de ma source. Et vous voyez que ça, c'est l'erreur sur la partie imaginaire de mon nombre d'ondes. Et vous voyez que vous avez pratiquement 100% d'erreur quand vous êtes proche de la source. Et il faut pratiquement aller jusqu'à une centaine de longueurs d'onde pour arriver à moins de 1% d'erreur sur l'amortissement. Donc la partie réelle du nombre d'ondes, elle ne pose pas trop de soucis. Elle commence à peu près à 10% d'erreur. C'est déjà une grosse erreur, mais là, on est pratiquement sur la source à ce moment-là. Vous voyez que ça descend très vite. Le gros problème, c'est la partie atténuation de l'onde. En fait, si vous voulez, la partie atténuation de l'onde, on va la capter avec la décroissance spatiale de notre onde. Et quand vous avez un truc qui est bidimensionnel, en fait, vous avez déjà une décroissance spatiale qui est associée au fait que vous avez un bilan de puissance qui ne varie pas quand vous faites l'intégrale du contour. Et donc, forcément, l'onde, elle décroît, même géométriquement, même sans dissipation de la structure, il y a une décroissance. Et il y a aussi le fait que vous avez un front d'onde qui n'est pas plan, mais qui est bien courbé. Et ça va vous poser un problème en termes d'approximation. Voilà. Donc, on a un gros problème avec ces méthodes qui sont par approximation par onde plane. On a un gros problème sur l'amortissement. On ne sait pas faire encore. Et ça, c'est ce qui motive le dernier exemple, où en fait, on repart plutôt de l'approche opérateur linéaire différentiel. Donc là, je vous ai pris le même opérateur que de tout à l'heure, dont la fonction de green était la fonction de Bessel. Donc vous avez un Laplacien ici, et puis une partie en linéaire ci.
Si vous discrétisez ce truc-là parce que vous êtes des numériciens, que vous voulez calculer la réponse à la structure, bah, vous prenez une discrétisation de type élément fini, ou, pardon, différence finie, où ce truc-là, bah, ça va être juste un schéma centré, et puis celui-là, pareil, mais dans l'autre direction. Donc, ça va vous donner une espèce de noyau comme ça, H, que vous allez convoluer avec votre signal S pour calculer la réponse au temps d'après. Okay. Et en fait, l'idée de la méthode qu'on se propose, c'est d'identifier ce truc-là sans connaissance a priori sur sa forme. Okay. Et ça va nous être avantageux parce qu'en fait, on va pouvoir le faire de façon linéaire. Donc là, ça va être la matrice S, c'est la matrice du signal qu'on a mesuré. Et puis H, ça va être notre inconnu. On peut faire il y a plein de méthodes pour faire l'identification de ce truc-là. Et ce qui est avantageux, c'est qu'en fait, la transformée de Fourier de ce noyau-là, qui est tout petit, c'est ce truc-là. Okay. Et vous voyez qu'ici, vous avez du rouge. Alors, c'est inversé. C'est les zéros en fait, de la transformée de Fourier. Les racines de ce polynôme complexe, en fait, c'est la surface de dispersion. Okay, donc, c'est ça qui va être très intéressant. C'est qu'en fait, on va avoir une réduction de données qui est énorme parce qu'on va juste identifier deux paramètres à partir de toute une mesure. Et on va pouvoir identifier de façon assez propre la surface de dispersion qui n'est pas associée à une hypothèse d'onde plane pour l'instant. Vous n'avez pas de problème sur l'amortissement. Ça, je le montre dans ce graphique. Si vous identifiez ce type de noyau ici, vous avez une erreur qui est beaucoup plus basse dès le départ, même si vous êtes très proche de la source, vous avez une erreur sur l'amortissement qui est beaucoup plus basse, il commence à quelques pourcents. Et donc, vous avez une bien meilleure approximation de votre système. Voilà, ça marche aussi en anisotropie. Donc là, ça, c'est notre écriture de l'équation que je vous mettais tout à l'heure avec du rouge et du bleu sur l'identification de la surface sur le piano. Si vous avez votre surface de base, imaginons ça, c'est la réponse harmonique d'une plaque anisotrope qui a été calculée sans bruit. Vous en faites la transformée de Fourier 2D, vous voyez que vous avez un truc qui est très chahuté quand même. Ici, vous voyez que vous avez des maximums et il semble être très corrélé avec la ligne noire qui est la loi de dispersion théorique. Okay, mais vous auriez du mal à faire l'identification là-dessus. Et en fait, l'identification du noyau, bah, ça nous donne ça. Les racines du noyau, elles sont exactement sur la dispersion. Okay, donc en fait, vous identifiez un noyau qui est ici 5 par 5 parce que vous avez un système qui est un peu d'ordre plus élevé par rapport au système de noyau de tout à l'heure. Et vous avez la loi de dispersion qui apparaît. Voilà, avec la partie complexe qui est associée à la viscoélasticité qui est bien identifiée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La grosse question actuellement, c'est la sensibilité au bruit. Quand vous ajoutez 1% de bruit, ben voilà, tout ça se casse la figure, parce que vous avez des racines qui apparaissent dans le polynôme de partout, et la surface qui se déforme énormément. Et donc, il va falloir développer des méthodes et des façons d'identifier le noyau qui sont beaucoup mieux conditionnées par rapport au bruit que ce qu'on. Voilà, j'en viens à la conclusion. Je vous ai parlé de surface de dispersion, de méthodes in situ, large bande, qu'on souhaite large bande, et qui permettent d'avoir un vrai rapprochement entre les modèles numériques qu'on fait en milieu infini et les données expérimentales. Je vous ai parlé de la FFT comme un premier outil. C'est vraiment l'outil à privilégier parce que c'est lui qui est le plus facile à utiliser et qui nous permet de comprendre beaucoup de choses. Et après, je vous ai parlé d'autres méthodes, haute résolution qui permettaient de passer par-dessus la limitation du principe d'incertitude, avec la méthode Esprit qui est très bien en 1D, qui est assez robuste au bruit, mais qui a un problème d'estimation de l'ordre. La relocalisation qui est pour moi un peu une façon d'appliquer des filtres au signal de façon systématique, mais qui a aussi le problème d'amortissement. Et après, un truc associé plutôt à l'identification de noyaux de convolution, qui là a des problèmes de robustesse, mais a vraiment des vrais potentiels pour la viscoélasticité. Voilà. Questions ouvertes, j'en ai parlé pas mal déjà. Et juste un dernier slide pour faire de la pub sur je recrute un postdoc pour 12 mois, si ça vous intéresse, toutes ces méthodes de caractérisation, etc. Et l'idée, c'est de venir comparer ces méthodes moyenne fréquence avec les méthodes très basse fréquence et très haute fréquence. Donc, si jamais vous êtes intéressé, ça se passe à Paris et c'est dans un environnement de travail très sympa. Merci beaucoup. Merci Pierre, ouais, présentation très riche, beaucoup de résultats, beaucoup d'exemples. Allez, on a encore quelques minutes pour discuter. N'hésitez pas si vous avez des questions sur lesquelles vous souhaitez revenir. Yes. Je confirme très riche, très intéressant. Et, c'est sûr. Sur la dernière partie, Carmen, ouais. Tu es d'accord que tu prends beaucoup de conditions de mix sur ce que tu fais, et du coup, j'ai surtout réfléchi sur la slide d'après. Qu'est-ce qui s'appelle juste une plaque
Ouais. On prend en compte s'il est carré ou pas. Comment ça influerait sur Alors, pour générer ce signal, j'ai mis des conditions limites, j'ai une forme de surface, j'ai une forme de globale, etc. Là, ça, c'est un résultat de modèle complet numérique. Voilà. Et après, c'est juste la méthode de déconvolution, entre guillemets, qui t'identifie ce truc-là. Et ça, tu n'as pas besoin de conditions limites pour la déterminer. C'est ça qui est intéressant. Ouais, sur cet aspect-là, c'est effectivement super sensible au bruit. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de justifier l'approche en typiquement considérant plusieurs étapes opératoires différentes? Chercher le carnet. En fait, ça, c'est une dérivée d'ordre secondaire en temps. Ok, donc en fait, tu pourrais prendre un carnet 3D en 5 x 5 x 3, on va dire. Et ça, c'est ta réduction de données de tout, de tes données spatio-temporelles. Pour utiliser pour faire l'identification de carnet. Donc oui, effectivement, tu peux prendre en compte l'aspect temporel. Une des grosses limitations de ce truc-là, dont j'ai pas parlé, en fait, c'est un peu secondaire, mais c'est que c'est comme dans CFAT, c'est qu'en fait, ce que tu identifies, c'est un noyau différencié entre guillemets. Et donc, en fait, ce noyau, il respecte principalement ta mode dispersion, mais quand même, il est assez dispersif. Typiquement, celui-là, par exemple, il n'est pas isotrope, en fait, ce noyau-là. Tu vois d'ailleurs que la surface, en fait, c'est un espèce de losange. Ça tend vers un losange. Et c'est pour ça qu'on a une erreur qui est non nulle sur l'amortissement, etc. Ça, c'est une grosse limitation. Et en fait, le problème de passer en temps, c'est que tu l'as encore plus. Tu es dispersif un peu dans tous les sens. Ta différence finie discrétise de moins en moins bien, en fait, ton opérateur continu. Voilà. Et donc, tu pourrais dire, par exemple, j'ajoute des inconnus ici pour le rendre isotrope. Mais si tu ajoutes des trucs ici, en fait, tu complexifies énormément ton polynôme complexe. Et donc, du coup, tu ajoutes des racines et de la sensibilité. Donc, il y a un aspect régularisation, effectivement, à trouver sur comment je peux augmenter l'ordre de mon noyau pour qu'il soit moins dispersif, mais à la fois que je sois pas sensible au bruit, etc. Voilà. Yes. Ouais, mais tu peux typiquement faire pour le signal avec la poutre, là, tu vois, le truc spatio-temporel 1D, 1D, et ben, en fait, tu peux aussi faire cette identification de noyau en utilisant tout le signal que tu as à disposition. Et du coup, avec 9 paramètres, tu samples tout ton signal. Mais la robustesse au bruit, en fait, elle est vraiment associée plutôt à ça. Le fait en fait, tu vas chercher H dans l'espace bruit de ton signal, et donc ça pose des gros problèmes. Ouais. Ouais. J'ai une question pratique sur le slide 17. Donc, réduire la taille de la plaque. Ouais. La question que j'avais, c'est le pas d'échantillonnage spatial pour les mesures, c'est le même. Non, c'est pas le même, mais par contre, la résolution spatiale est associée que à la longueur de ton signal. Si tu rediscrétises, tu gagnes pas tu gagnes juste en nombre d'ondes maximum, mais c'est comme une FFT classique si c'est la période temporelle qui te donne la résolution. Ouais. Là, c'est tout petit. Je crois que j'ai 175 points dans une longueur qui doit faire 60 cm. Donc, c'est assez petit. Ça fait 3 mm, je crois, c'est ça. Et puis là, c'est divisé par 6, quoi. Hein, non, c'est plutôt autant que tu as pour faire l'expérience. Ouais, généralement, tu peux y aller. Et puis, en fait, là aussi, c'est largement suffisant. Tu vois, le nombre d'ondes maximum, il est là. On est pratiquement à lambda sur 2, en fait. Enfin, 2 lambda, pardon. Donc, on est largement, on a un eyepiece facile. Augmenter le nombre de points ne changerait pas la résolution. Ouais, augmenter le nombre de points, tu rajouterais des points ici, en fait. Oui, ça ne change pas. Il faudrait augmenter la taille du signal. J'imagine que l'approche sur pas de démonstration est bien adaptée aux objets mécaniques tels que une plaque. Et si on imagine un autre objet qui a une surface plate, pour que l'analyse expérimentale puisse être faite, mais qui n'est pas aussi simple qu'une plaque. Par exemple, une plaque, une mur avec des objets mécaniques de l'autre côté, est-ce qu'on peut
notion de surface de dispersion où pour chaque fréquence on peut les connaître très clairement la répartition particulière de nombre. Est-ce que ça a marché? Alors, si vraiment, imaginons qu'on ait une plaque comme celle que j'avais et qu'on vient fixer, on vient mesurer ces surfaces de dispersion, puis on vient la fixer à quelque chose et refaire la même mesure, on sera capable, pareil, de trouver les surfaces de dispersion. On aura peut-être une excitation qui sera différente parce qu'il y a un couplage, etc. Et donc, les données sur ces surfaces de dispersion seront peut-être réparties différemment. Mais en tout cas, la forme des surfaces de dispersion ne dépend pas des conditions qu'on peut appliquer à l'extérieur. Par contre, effectivement, si jamais on a un domaine qui est plus petit, où on a un guide d'onde, en fait, si le guide d'onde est rétréci, eh ben, on va avoir une résolution qui diminue. Et ça va nous poser problème. Par exemple, si j'avais fait, au lieu de faire 3 patchs, si j'en avais fait 9 ou des choses comme ça, eh ben, on aurait des résolutions de ces élites qui auraient diminué. Et donc, on arrive à moins voir de choses. En fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce qu'on a assez de longueur d'onde dans le signal pour pouvoir identifier. Et justement, en fait, ça, c'est la question Fourier et la question haute résolution. On est capable d'identifier des longueurs d'onde quand on a un dixième de longueur d'onde sur des signaux qui sont peu bruités. Donc, on peut faire des choses vraiment locales. Mais après, la question, c'est comment on approxime, quel modèle on fait derrière de données pour faire ça correctement. Ouais. Donc, on peut faire des choses locales. L'exemple typique, c'est celui que je montre avec la table d'harmonie du piano. Hein. On a montré que les raideurs qu'on avait identifiées, là, les cartes que je montrais avec les couleurs différents composants, c'était bien les bonnes valeurs. Donc, on peut faire quelque chose de local dans un milieu qui est hétérogène en plus. Voilà. Mais la question, c'est comment je sépare, enfin, quelle est l'échelle à laquelle j'excite. Généralement, on veut qu'il y ait plutôt plusieurs longueurs d'onde à l'échelle de l'hétérogénéité de la structure. Les transformés autres que Fourier. Ouais, il y a des gens qui font du Laplace, par exemple, pour aller dans le complexe, mais c'est la même chose, globalement. Donc, il y a des méthodes type IWC où on vient corréler une onde plane qui s'amortit. Donc, ça, c'est une transformée de Laplace. Vous avez des gens au Mans qui font ça aussi. Et après, d'autres types, il y a des gens qui font des transformées de radon aussi, en physique plutôt, qui sont des transformées où on vient chercher les lignes, des choses comme ça. Bon, il y a des choses qui apparaissent, mais voilà, il y a toute une zoologie de transformation, c'est sûr. Dernière question. Juste en conclusion, du coup, Reloc et kernel, actuellement, l'application sur des mesures, tu ne l'as pas présenté, c'est en cours de ouais, sur le kernel, quoi, c'est ça. Le kernel, ouais, j'ai commencé à faire des choses sur le kernel, mais il y a la vraie question de la robustesse au bruit, là, je t'en parlais tout à l'heure. Et l'aspect Reloc, c'est à mon avis pas forcément hyper intéressant pour dans les cas que je montrais en fait. Si là tu l'as appliqué. Ouais, là c'est sur une mesure expérimentale ce truc-là. J'ai encore, c'est des résultats qui sont assez neufs, mais je suis pas sûr du gain, du très bon gain de ce truc-là. En fait, c'est juste peut-être une façon pour les gens qui font de l'analyse modale, toi tu faisais du sous-bande, etc. Peut-être que ça peut être une idée pour avoir une réduction de l'ordre local. Très bien, merci encore. Merci à vous.